Dans l'actualité de ce 23 septembre, c'est un discours axé sur l'appel à la solidarité internationale pour venir à bout de la Covid-19 et du terrorisme qu'a prononcé Roch-Marc Christian Kaboré ce jeudi à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un discours prononcé par visioconférence dont vous aurez la quintessence dans un instant. Depuis janvier 2016, le Burkina Faso fait face à une multitude d'attaques terroristes qui endeuillent les populations dans différentes localités. La situation est préoccupante, mais chacune des communes ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines payent un lourd tribut de terrorisme, à l'instar de la commune de Dablo, localité de la province de San Matenga. Plus les jours passent et plus la situation s'aggrave, de quoi susciter la colère des ressortissants de la localité. Ils ont animé un point de presse ce 23 septembre à Kaya. Ils lancent un appel pour que des solutions soient trouvées. Et puis sport, les honneurs continuent pour l'homme le plus fort du monde après son accueil triomphal qui lui a été réservé à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou. Iron Bibi a été reçu par le président du Faso ce 23 septembre. Il est allé lui présenter son trophée remporté après avoir battu le record du concours Lord Lift en Écosse. Vous entendrez ses impressions à sa sortie d'audience. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, d'abord, ces images absolument surréalistes, une bagarre rangée entre jeunes du CDP. La rixe a éclaté au cours d'une conférence de presse organisée par le Bureau de la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès. Il a fallu l'intervention de la police pour séparer les deux parties. Au centre de cette affaire, une affaire de discours. Voilà, au centre de cette palabre, une affaire de discours, l'un préparé par le Bureau de la jeunesse, l'autre imposé par la présidence du parti. Selon certaines personnes interrogées sur place, nous prenons ces informations avec beaucoup de pincettes. C'est tout un imbroglio dont nous vous dirons plus dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, les députés du CDP, on reste avec ce parti, eux, se sont retrouvés pour les premières journées parlementaires de ce groupe parlementaire au centre de leurs préoccupations, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Cela devrait peut-être commencer dans les rangs de la jeunesse. Comment l'opposition peut-elle apporter sa contribution au processus en cours? C'est de cela qui s'est agi. Amadou Diko et Hassan Konitamdi nous en disent plus. La réconciliation nationale au centre des premières journées parlementaires de la 8e législature du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Réunis à Kombisiri ce 22 septembre, les députés de l'ex-parti au pouvoir tentent d'approfondir la réflexion pour dégager des pistes de solutions et apporter leur contribution à la concrétisation du processus de réconciliation nationale. Nous voudrions, par cette réflexion, donner notre contribution à la définition du contenu, des objectifs, du processus, des étapes et des modalités de mise en œuvre de la réconciliation nationale au Burkina Faso. La réconciliation nationale nous met en place une certaine trilogie pour laquelle nous devrions également nous prononcer. Il s'agit du lien que je qualifierais d'aller-retour, d'un lien donc de cause à effet entre la vérité, la justice et la réconciliation nationale, et tout cela sous-tendu par la question des réparations. À l'ouverture de la prochaine session parlementaire, le CDP compte interpeller le ministre de la Réconciliation nationale afin qu'il fasse le point sur l'état d'avancement du processus de réconciliation nationale. Sentant venir l'ouverture de la session parlementaire, nous puissions interpeller le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale pour faire le point à la représentation nationale sur la question de la réconciliation nationale et l'état des lieux du processus de réconciliation nationale. Notre inquiétude sur le plan méthodologique, nous aurions souhaité que le forum élate toutes les questions, parvienne à une vision consensuelle unique des Burkinabés sur leur réconciliation
avant qu'on engage tout autre processus. Outre la réconciliation nationale, d'autres questions liées à l'actualité ont fait l'objet de réflexions. En ce qui concerne les récents effondrements d'infrastructures publiques, le CDP entend formuler des recommandations pour qu'une enquête parlementaire sur l'état des édifices publics soit diligentée. Sécurité, santé, développement, changement climatique, voici les grands axes du discours du président du Faso à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Roch-Marc Christian Kaboré s'est adressé aux délégations présentes à New York par visioconférence le 23 septembre. Il a insisté sur la nécessité d'accroître la solidarité internationale pour aider les pays africains en général et le Burkina Faso en particulier à lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19 et contre le terrorisme afin de relever le défi de la relance économique. On écoute Roch-Marc Christian Kaboré. S'agissant particulièrement de la maladie à coronavirus, il nous faut poursuivre la mobilisation et renforcer davantage la solidarité internationale pour lutter contre cette pandémie qui endeuille des millions de familles et aggrave la situation économique déjà préoccupante des pays. Au plan national, le Burkina Faso a adopté un plan de riposte qui organise la réponse sanitaire et détermine des mesures sociales et de relance économique. Grâce au mécanisme COVAX et des gouvernements des pays amis, des doses de vaccins ont été reçues et le programme de vaccination est en cours. Le terrorisme demeure aussi un grand défi auquel nous devons faire face au regard des nombreuses victimes à travers le monde. En Afrique et dans les régions du Sahel en particulier, les efforts de développement sont annihilés ces dernières années par les attaques terroristes récurrentes. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire continue de se dégrader, surtout dans la zone des 3 frontières Burkina Faso, Mali, Niger, mais aussi dans d'autres régions du pays. Pour assurer le retour de la sécurité dans toutes les régions menacées, le gouvernement a adopté des instruments de pilotage de la politique de sécurité nationale et continue à renforcer les compétences de ses forces de défense et de sécurité pour une efficacité opérationnelle satisfaisante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans la lutte contre le terrorisme, les seuls efforts des pays touchés n'auront d'impact important et durable que s'ils sont soutenus par la communauté internationale. En ce qui concerne le changement climatique, la fréquence des événements extrêmes, avec leurs terribles conséquences, nous interpelle sur l'urgence d'une action forte et concertée. Cette urgence climatique est confirmée par le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui souligne l'accélération du réchauffement climatique et pointe sans équivoque la responsabilité de l'action humaine. Au Burkina Faso, on estime à 34% du territoire la superficie totale des terres de production dégradées du fait non seulement de l'action de l'homme, mais aussi et surtout de la sécheresse et des inondations endémiques. Étant donné qu'il n'y a pas de planète B, tous les pays, petits ou grands, développés ou en développement, doivent contribuer à sauver notre planète, à faire du monde un meilleur endroit où peuvent vivre à la fois les générations actuelles et futures. Et en attendant que la solidarité internationale que Roch-Marc Christian Kaboré appelle tous ses voeux arrive à permettre de lutter efficacement contre le terrorisme, eh bien, à Dablo, la détresse ne cesse de grandir. Dans cette commune rurale du centre-nord, la sécurité s'est considérablement dégradée. On parle de plus de 100 personnes tuées par les terroristes, une soixantaine d'enlèvements. Les infrastructures éducatives et sanitaires quasi désertes, les installations téléphoniques sabotées par la voix du mouvement Appel des Kaya. Eh bien, Dablo lance un véritable SOS au pouvoir public. Arsène Konditamde. C'est en 2019 que la commune de Dablo, région du centre-nord, province du San-Matenga, a connu la première attaque terroriste sur son territoire. Depuis lors, cette ville qui comptait 27 000 âmes semble être prise dans un engrenage qui l'étouffe progressivement. Exécutions, enlèvements, viols, insuffisance de vivres et de consommables médicaux, autant de difficultés que vivent les populations de Dablo qui se sentent de plus en plus abandonnées. Les habitants sont chassés, frappés et même exécutés dans leurs champs. Des femmes ont été violées. L'axe de ravitaillement en vivres reliant Barsalogo à Dablo est chaque fois attaqué
occasionnant des exécutions et des otages. Le ravitaillement des vivres aux déplacés est presque rare, sinon inexistant. Les structures éducatives sont inexistantes. Depuis 2019, le centre de santé et de promotion sociale fermé. Les malades graves sont donc transportés en charrette d'âne vers le CSPS de Kelbo, situé à 15 km, par des femmes. Ce 6 août, l'explosion d'une mine sur l'axe Dablo-Barsalgo a fait 2 morts. Ce dernier incident en date dans la localité montre à souhait que la situation ne s'améliore guère. Les ressortissants de Dablo lancent un appel aux plus hautes autorités du pays pour que des solutions soient trouvées. L'appel de Kaya recommande le renforcement rapide du nombre de FDS à Dablo, notamment en ajoutant des détachements militaires et police et surtout les équiper conséquemment. La formation des VDP et leur dotation en équipement conséquent. La réouverture des structures éducatives. La réouverture du CSPS. Le ravitaillement de vivres à la population vivant dans la dite commune. L'accessibilité de l'axe Dablo-Barsalgo de façon permanente. Le mouvement Appel de Kaya est un regroupement d'une dizaine d'organisations de la société civile, composées entre autres du Balai citoyen, de l'Association pour le développement durable de Dablo, du MBDHP et de l'ODJ. La situation presque chaotique dans la commune de Dablo n'est pas un cas isolé. Elle est semblable à celle que vivent de nombreuses autres localités où l'insécurité s'est installée avec pour conséquence majeure un déplacement massif des populations. Des déplacés internes dont le nombre est estimé à près d'1,5 million à ce jour. Les sites d'accueil se multiplient, les initiatives de leur prise en charge aussi. Dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, la DSAPV, à travers le projet Yidigi, propose une approche assez singulière, c'est-à-dire amener ces personnes vulnérables à plus de résilience par l'apprentissage d'activités génératrices de revenus. Plus de détails, Benjamin Kwame. Plus d'1 400 000 personnes sont déplacées internes au Burkina Faso. Certains parmi eux ont trouvé refuge à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Leur nombre élevé amène la 2APV, l'association d'appui aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, à se montrer solidaire à travers le projet Yidigi. Il va concerner 60 personnes vulnérables de la commune. L'idée ici est d'apporter un bien-être social tout en impulsant l'autonomisation financière de ces personnes. L'arrondissement numéro 4 de la commune de Ouagadougou a abrité un effectif consistant de personnes déplacées internes, liées à la situation sécuritaire que nous connaissons tous. Alors, cette situation vient aggraver la vulnérabilité déjà connue des populations de la ville de Ouagadougou. Et en tant qu'association qui militons pour le bien-être des communautés, on se devait quand même de venir au niveau de l'arrondissement 4 pour intervenir et soulager un tant soit peu la souffrance et la misère des femmes et des jeunes filles notamment. Le projet Yidigi court jusqu'en décembre 2021. Durant cette période, les bénéficiaires seront formés pour mener des activités génératrices de revenus, notamment la transformation, la conservation et la commercialisation des produits maraîchers. Et c'est une production écologique. Alors, l'objectif, c'est que cette production soit utilisée plus tard pour la conservation. Donc, elles vont aller vers la transformation et la conservation de ces légumes qu'elles pourront ultérieurement vendre. Tout cela se fait grâce à l'appui financier de l'ambassade de la France au Burkina Faso. Alors nous sommes principalement pour l'instant sur un appui financier auprès des associations. Le corps même de ce programme, donc c'est à la fois cet appui financier comme je l'ai dit, mais c'est aussi un appui pour que ces associations, par la mise en œuvre de ce projet, puissent se structurer et puissent se connaître entre elles et former un réseau pour pouvoir travailler. Indirectement, le projet aura des retombées positives sur plus de 1000 ménages, toujours dans l'arrondissement 4. Il vient ainsi soulager ces personnes déplacées internes, de quoi donner grande satisfaction à la municipalité. Et je pense que le projet Yidigi de l'association 2APV est venu, en tout cas avec sa contribution et avec un choix de l'arrondissement numéro 4. Et donc, nous disons en tout cas merci à l'association. Il est bon de savoir que le projet d'appui au développement durable d'activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes filles vulnérables dans l'arrondissement 4 est financé
à hauteur d'un peu plus de 56 millions de francs CFA. Et comme ces personnes déplacées internes, eh bien, ils font aussi partie de la frange vulnérable des populations burkinabées, mais pour une toute autre raison, ils sont orphelins de père. Et c'est à eux qu'est s'adressait cet élan de solidarité de l'association pour la bienveillance humanitaire, l'ABH, qui met à la disposition de plus de 1000 enfants orphelins de père des allocations familiales à hauteur d'environ 200 millions de francs CFA. Justin Amonto. Un chèque de plus de 184 millions de francs CFA d'allocation familiale pour 1226 orphelins. C'est le geste de l'Association pour la bienveillance humanitaire, ABH, à l'occasion de sa 3e édition de remise officielle d'allocation familiale aux orphelins ce 21 septembre. Ce geste de l'ABH et ses partenaires s'inscrit dans le programme de parrainage de 6 mois des enfants orphelins de père. Notamment, nous avons 1226 orphelins à qui nous avons octroyé une allocation d'un montant de 184 313 937 francs CFA. Et cela s'étend pour un parrainage de 6 mois. Le montant minimum s'élève à 150 000 par enfant pour les 6 mois. Et nous avons également été appuyés par le partenaire du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Pour les bénéficiaires, ces allocations familiales représentent une aide importante dans leur vie quotidienne. Je ne sais pas comment remercier l'ABH. Que Dieu les aide dans leurs tâches et longue vie à cette association. Grâce à l'association, notre vie a changé. Leur aide est d'une grande utilité. L'association profite de l'occasion pour distribuer des kits scolaires à plus de 100 enfants orphelins, afin de leur permettre de bien débuter la rentrée scolaire. Nous avons choisi d'accompagner, vu la rentrée scolaire qui approche, nous avons choisi d'accompagner ces orphelins avec des kits scolaires. Au total, c'est environ 1545 orphelins qui sont bénéficiaires du parrainage de l'ensemble des partenaires de l'Association pour la bienveillance humanitaire. Parmi ses partenaires, le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis à lui seul parraine 1306 orphelins. 24 heures de cessez-le-feu, c'est l'appel lancé par le CGD et le PNUD à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée en début de semaine. Vous le savez, c'est tous les 21 septembre. Un appel symbolisé par une séance d'aérobic sur l'esplanade du monument des héros nationaux. Le sport comme un facteur de rassemblement et de pacification. Justin Monto, images et commentaires. Une libation collective de colombes, symbole de paix. Ici, sur l'esplanade du monument aux héros nationaux. La Journée internationale de la paix est ici célébrée en séance aérobique, organisée par le Centre pour la gouvernance démocratique en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Ici ou ailleurs dans le monde, l'on appelle à un cessez-le-feu pendant 24 heures. Le CGD, par cet acte, nous appelle à nous unir pour travailler pour la paix dans notre pays. Nous pleurons chaque jour des Burkinabés, nous décrétons toujours des deuils. Je pense qu'il faut que tout cela s'arrête. Il faut qu'on se donne main dans la main et travailler ensemble pour que la paix revienne. Qui parle de paix, parle de vivre ensemble dans l'équitude pour apporter sa pierre au développement. Au nom de l'Assemblée nationale, nous demandons à tous les Burkinabés, épris de paix, d'adhérer au message fort du président du Faso, à savoir notre vivre ensemble. Cette journée internationale de la paix, décrétée par les Nations Unies, a pour objectif d'inviter le monde entier à promouvoir la paix. Nous nous sommes dit qu'il est important de réunir tous les acteurs, à la fois politiques, économiques, l'administration, les organisations de la société civile et les représentations diplomatiques, pour qu'ensemble nous puissions célébrer avec l'ONU cette journée qui est si chère. Parce que la paix, comme on aime le dire, ce n'est pas un rêve naïf, c'est une ambition. Il faut qu'on travaille tous pour le retour à la paix dans notre pays. Cette manière de célébrer la Journée internationale de la paix est une première au Burkina Faso. L'initiative bénéficie de l'accompagnement de la coopération suédoise.
Lui n'était pas sur l'esplanade du monument des héros nationaux et pour cause, Aïron Bibi était attendu du côté de l'aéroport international de Ouagadougou. L'homme le plus fort du monde a été accueilli triomphalement après avoir battu le record du concours Lord Lift. Eh bien, il a été reçu, comme vous pouvez le voir sur ces images, au palais de Kosiam aujourd'hui même par le président du Faso. Il est allé lui présenter son trophée. Je vous rappelle qu'il a remporté le concours en soulevant une bûche de 229 kg. Voilà Aïron Bibi auprès du chef de l'État. On l'écoute après l'audience. Vraiment, c'est un honneur d'être reçu pour la seconde fois ici à Kosiam. Et ça s'est bien passé. Et il m'a encouragé. Et vraiment, je suis très reconnaissant. Et en tant que fils du pays, bien sûr, je vais continuer de défendre dignement les couleurs du Burkina Faso. Et comme moi, dans ma tête, je me dis qu'il n'y a jamais de limite. Donc, on va continuer quand même d'aller, de persévérer et d'atteindre d'autres niveaux. Et je tiens même à mentionner aussi qu'avec le décès de papa, le président même a rédigé une lettre, voilà, de soutien et a contribué aussi. Donc, moi, je suis reconnaissant de tout ce qu'on me fait. Et comme dans les livres de Dieu, c'est toujours une bonne chose. Quand quelqu'un t'encourage, il faut le dire haut et fort. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci. Et aussi, vraiment merci à toute la population burkinabé pour le soutien. Parce que c'est le même objectif, en fait. L'union de tous les sportifs, encourager davantage la relève aussi. Et aussi, vraiment, vu la situation sécuritaire ici au Burkina Faso, c'est mon moyen aussi pour apaiser les cœurs. Déjà, je suis recordman de cette discipline, le log lift strongman. Et le recordman, c'était en Lutanie. Donc maintenant, on a le record avec nous au Burkina Faso. Et en tant que recordman, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de mettre le record à un autre niveau que personne sur la planète Terre ne puisse toucher. Et ensuite, il y a l'option aussi d'intégrer le log lift dans les Jeux olympiques. Et si on intègre ça, non seulement le Burkina Faso sera reconnu comme le pays qui a intégré ce sport dans les Jeux olympiques. Donc moi, j'aime vraiment toujours innover, faire les choses qu'on n'a jamais fait. Donc je pense qu'avec le record et le soutien quand même du ministère et le soutien de tous, c'est très possible. On change complètement de cap pour parler des questions environnementales avec cette question. Connaissez-vous les APAC? Eh bien, ce sont les aires du territoire du patrimoine autochtone et communautaire. Ils prennent en compte les forêts, les eaux, tous les sites naturels conservés par les communautés villageoises. Au Burkina Faso, il en existe plus de 50 000, mais ces sites sont en souffrance, notamment dû aux impacts humains. Alors, il faut faire vite pour leur protection. C'est en cela que l'APAC, l'Association nationale des APAC du Burkina Faso et ses partenaires ont convié tous les acteurs intervenant dans le domaine à une première assemblée nationale pour repenser de nouveau le mode de protection de ces sites naturels. Benjamin Kwame, Abdou Karim Banda, reportage. Il existe 56 368 sites naturels conservés par les communautés APAC au Burkina Faso. Par APAC, il faut entendre les forêts, les points d'eau sacrés, les forêts sacrées, les mares pastorales, les aires, et ce n'est pas tout. Des espaces qui représentent des patrimoines naturels du Burkina Faso et couvrent environ 1 500 000 hectares. On y trouve également près de 600 espèces d'animaux et de plantes, des plantes utilisées le plus souvent pour la médecine traditionnelle. Malheureusement, ces sites naturels conservés sont en danger du fait de l'exploitation souvent abusive de l'homme. La rencontre de ce jour se penche sur cette préoccupation communautaire. Il n'y a pas un village à travers le Burkina qui n'a pas un espace sacré. Et nous devrons aujourd'hui prendre conscience de cela, travailler à les conserver, à les protéger, car cela permettra d'avoir une biodiversité dans ces villages-là et permettra d'améliorer également les conditions de vie de nos populations autochtones en valorisant ces espaces naturels. Cette première Assemblée nationale des APAC territoires et vie qui se tient sur 4 jours est appuyée par l'Association Nature et Développement
En plus des membres de la SAPAC, 25 communautés et une soixantaine de participants venus de plusieurs pays d'Afrique vont réfléchir sur de nouveaux mécanismes pouvant contribuer à la conservation des ressources naturelles au Burkina Faso. Ce qui est entendu, c'est que les communautés poursuivent les efforts qu'elles font et que parfois elles se découragent en ayant l'impression de ne pas être soutenues, en ayant l'impression parfois même d'être combattues, parce que quand des gens externes viennent, apparemment avec des appuis, des forces externes, les populations n'arrivent pas à résister, leurs sites sacrés sont détruits. Ce qui est attendu, c'est que les populations maintiennent l'effort dans un cadre de solidarité. Voyant l'importance de cette biodiversité, le gouvernement compte accompagner les acteurs tout en créant un cadre juridique. Il est temps pour ces communautés locales de travailler à donner un cadre juridique à ces espaces sacrés, et de sorte à ce que nous puissions les protéger contre les pressions de toutes parts, que ce soit des pressions sur le plan foncier, que ce soit des pressions sur le plan de la recherche minière. Et nous accompagnons en tout cas le processus dans le cadre de cette nouvelle approche. Le Burkina Faso aspire à atteindre 17% de son territoire consacré à des espaces de conservation. À ce jour, le pays est à 14%. Une plateforme pour faciliter la collecte de sang pour les transfusions sanguines, c'est le projet qui a remporté le premier prix national du concours Orange Entrepreneur Social Afrique Moyen-Orient. Eh bien, les lauréats ont été dévoilés au cours d'une cérémonie de récompense à laquelle a participé Madina Sino. Sur 10 projets sélectionnés pour la finale nationale du prix Orange de l'Entrepreneur Social Afrique Moyen-Orient, seulement 3 ont retenu l'attention des membres du jury. Et c'est le projet ZIM qui a le plus convaincu de par sa faisabilité, sa crédibilité et son impact social. Le projet porté par Cédric Kaboré vise à faciliter la collecte de sang au Burkina Faso. ZIM, c'est une plateforme destinée aux dons de sang, donc qui permettra de mettre en relation des personnes dans le besoin avec de potentiels donneurs compatibles, géolocalisés à proximité. C'est également l'établissement de cartes vitales pour notre population qui pourra nous donner en fait des informations utiles en cas d'urgence. Donc c'est également aussi l'établissement de bases de données, voilà, de données nationales pour permettre au CNTS de mieux allouer les ressources aux différents districts sanitaires en fait, du territoire. Passé la compétition, les 3 finalistes vont pendant 6 mois bénéficier d'accompagnement de professionnels de l'entrepreneuriat et d'éthique via Orange afin de parfaire leur projet. Je pense qu'au cours même de la compétition, il y a des formations, il y a du coaching pour qu'ils puissent mûrir leur projet et le présenter. Donc les 3 lauréats qui doivent continuer la compétition vont être toujours accompagnés pour parfaire leur histoire, parfaire leur modèle économique. Et par la suite, les lauréats finaux sont accompagnés jusqu'à pouvoir mettre en place leur entreprise, mettre en place leur projet. Le prix Orange de l'Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient vise à favoriser le développement des entreprises et des startups qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour répondre aux besoins des populations locales. Orange a décidé d'initier ce genre de projet au niveau national, international, à cause de l'impact social que Orange doit avoir sur les populations des pays dans lesquels Orange est impliqué. Donc on n'est pas sans savoir que Orange aujourd'hui a dans ses indicateurs suivis par le top management d'Orange Group, tout ce qui peut avoir attrait à tout ce qui est l'environnement, au projet relations sociales, au projet d'entrepreneuriat, comment aider les entrepreneurs à se développer. Les 3 lauréats du concours national de l'entrepreneur social reçoivent respectivement la somme de 1 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA. Ils seront les représentants du Burkina Faso à la grande finale internationale du prix Orange de l'entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient, prévue en novembre prochain en Afrique du Sud. 17 pays prendront part à cette compétition. Et pour terminer, elle s'appelle LGA, entendez par là la grande assurance, une structure qui vient de s'implanter à Ouagadougou en vue de faciliter l'exécution des contrats d'assurance des assurés. Les responsables de la boîte ont procédé au lancement officiel de leurs activités en présence de Amadou Diko. Avenue de la Liberté de Ouagadougou.
C'est ici que le nouveau courtier en assurance au Burkina Faso décide de s'implanter pour offrir aux Burkinabés ses services en matière d'assurance. La grande agence LGA est un intermédiaire d'assurance dont l'ambition est d'encadrer et accompagner les assurés en vue de faciliter l'exécution de leurs contrats d'assurance. LGA s'engage à servir et à mettre en place un service de qualité au profit des Burkinabés. Nous proposons ce matin aux Burkinabés le service plus au niveau de l'assurance qui est celui de l'intermédiaire d'assurance. Vous savez, l'assuré, lorsqu'il se dirige pour un besoin d'assurance, il a souvent une mauvaise compréhension donc, des produits qui lui sont proposés, une mauvaise définition même de son propre besoin et cela peut lui coûter cher. Alors c'est pour cela qu'il a le loisir de passer chez l'intermédiaire d'assurance, le courtier d'assurance, qui lui va définir son besoin, qui lui va trouver le produit d'assurance qui lui convient et la compagnie la plus avantageuse auprès duquel il va placer donc la garantie de l'assuré. L'autre avantage que les assurés pourraient avoir à LGA, c'est la gratuité des services. Pas de coûts supplémentaires pour un assuré. Ce que les Burkinabés gagneraient à venir chez LGA, c'est qu'ils ont un service gratuit. Un service plus pour lequel l'assureur leur donne la possibilité de se faire conduire, de se faire accompagner pour qu'ils fassent les meilleurs choix donc des produits d'assurance qu'ils proposent. Et en retour, c'est l'assureur qui rétribue le courtier pour lui avoir amené une affaire à travers une commission qui lui est servie. La grande agence entend donc apporter ici sa contribution dans la promotion de l'inclusion financière au Burkina. Un acte salué par les autorités. Cette cérémonie entre en droite ligne dans le cadre de l'inclusion financière en général, en ce sens que l'assainissement du milieu est un des axes et que les prestataires de services financiers soient accompagnés par le ministère chargé des Finances pour donner des prestations de qualité. Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine en tant qu'intermédiaire d'assurance pour le compte du groupe Sonar, les responsables de LGA veulent faire de l'agence une société de courtage de référence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à 19h30. Bonsoir, au revoir.